On a déjà parlé de la maîtrise absolue des grands philosophes par notre ami Julien Rochdy dans les précédentes vidéos. Mais je sais que certains vont rester dans le déni en disant « Ok, il dit de la merde sur Hegel, sur Rousseau, sur Kant, sur Marx, mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, c'est pas le gros de son propos. » Et au fond c'est vrai. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'attaquer au cœur de son dernier livre et de sa conférence, c'est-à-dire le clivage droite-gauche. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la première grande différence entre la droite et la gauche que Rochdy met en avant, c'est-à-dire le fait que la droite est une approche idéaliste des choses et que la gauche est plutôt une approche matérialiste des choses. Et ça, pour une fois, faut dire que c'est vrai. Rochdy a raison. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La gauche est plutôt matérialiste et la droite est plutôt idéaliste. Le problème, c'est qu'étonnamment, Rochdy n'a pas l'air de savoir ce qu'est le matérialisme et l'idéalisme en philosophie. Déjà, il débute son explication en faisant l'amalgame entre matérialisme et économisme. En vous parlant de la droite et de la gauche, je ne vais pas vous parler d'économie. Alors bien sûr, ça risque de peiner les esprits de gauche, justement, qui résument tout au matérialisme, c'est-à-dire aux notions économiques. Vous savez que, pour résumer très simplement, à gauche, notamment chez les marxistes, on va estimer que c'est la situation économique qui nous fait penser de telle ou telle façon. Donc la situation économique prime, l'infrastructure prime sur tout le reste, et donc prime sur notre façon de penser. Eh bien, évidemment, la pensée de droite est tout à fait opposée à cela. C'est évidemment extrêmement réducteur. À gauche, on n'explique pas tout par l'économie. Ce serait ridicule. Encore une fois, ce que fait Rochdy, c'est qu'il fait un homme de paille et il nous explique en gros que le marxisme expliquerait tout de manière monocausale par l'économie. Donc du coup, on passe pour des débiles et puis lui, il gagne facilement en disant non mais regardez, en fait, c'est plus complexe que ça. Je veux dire, vous êtes tout puissant, vous avez le discours, vous avez la mode. Alors évidemment, ça convaincra jamais les marxistes, ça convaincra pas non plus les gens qui sont formés en philosophie, mais c'est pas le but de Rochdy. Là, pour Rochdy, son but, c'est de parler à ceux qui sont déjà convaincus et à ceux qui sont pas tellement formés en philosophie pour faire passer sa vision du monde et puis faire passer la gauche et les marxistes pour des cons. Il sait que la plupart de ces gens-là le croiront sur parole et n'iront pas vérifier ses dires. Et au fur et à mesure, c'est encore pire. On voit que Rochdy comprend le terme matérialiste, non pas dans son sens philosophique, mais dans son sens commun, comme quand on dit que quelqu'un est matérialiste parce qu'il aime bien les biens matériels, parce qu'il aime l'argent, rendez-moi mon fric, parce qu'il aime la nourriture. L'extrême gauche, la gauche intellectuelle peut à la limite tolérer la droite bourgeoise, la droite qui pense qu'à l'argent, ce qu'on appelle la droite orléaniste, c'est-à-dire la droite matérialiste. Tandis que si vous êtes un homme de gauche, si un homme de gauche pouvait refaçonner un corps humain, il ne créerait que des estomacs, parce qu'évidemment, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a rien d'autre que le pur matérialisme, et donc il créerait des estomacs. Comprenez bien ce qu'on est en train de dire. Julien Rochdy, qui prétend faire des conférences de philosophie, écrire des livres de philosophie, faire des formations, pense que quand on dit qu'un auteur est matérialiste, on est en train de dire que cet auteur aime les biens de consommation. Genre pour lui, Marx, Épicure, Diderot, c'est des mecs qui aiment bien les biens de consommation, ils aiment bien consommer et voilà, ils aiment bien l'argent. Du coup, partant de là, ça devient hyper facile de critiquer la gauche et le marxisme, parce que ça lui permet de dire que la gauche, en gros, elle fait le jeu du capitalisme parce qu'elle est pour la consommation de biens matériels. Et il va dire ça pendant toute la conférence. Finalement, même le capitalisme est neutre. Mais s'il devait avoir une coloration, contrairement à ce que l'on croit, eh bien, il serait beaucoup plus de gauche en réalité. Alors ça va vous surprendre, parce qu'évidemment, toute la gauche, notamment au XXe siècle, s'est construite contre le capitalisme, croit-on. Mais en réalité, d'un point de vue philosophique, la gauche est matérialiste, tandis que la droite est anti-matérialiste. C'est marrant de dire ça quand même pour un mec qui soutient Zemmour, l'ultralibéral. Donc à la limite même, quitte à ce que ça vous provoque un peu, si le capitalisme tel que nous le vivons aujourd'hui doit avoir une couleur politique et philosophique, en réalité, il serait beaucoup plus de gauche que de droite. La droite étant la véritable droite, et c'est de celle-là dont je parle, pas de la droite actuelle, pas de la droite depuis 30 ans, la véritable droite est antimatérialiste, donc, et rejette plutôt ce capitalisme-là parce qu'elle va faire primer plutôt un ordre moral avant un pur matérialisme et le fait d'estimer les individus comme de simples estomacs à la recherche de leur intérêt particulier. Toi, tu n'as pas le prix Nobel de la connerie, t'en as rien d'autre. Alors la question, c'est la même que d'habitude, vous commencez à être habitué, c'est est-ce que Rochdy est juste de mauvaise foi et juste malhonnête pour faire passer son idéologie, quoi, ou alors est-ce que Rochdy ne comprend rien à rien en philosophie ? Et là, clairement, je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense qu'il fait trop d'erreurs pour être juste malhonnête. J'ai quand même envie de mettre les points sur les i sur cette question de matérialisme et d'idéalisme pour que tout le monde soit au clair. Je vais prendre un passage du super livre Principes élémentaires de philosophie de George Politzer. Dès la 2e page sur mon PDF, Politzer dit ça.
Là encore, existe une confusion que nous devons immédiatement dénoncer. Vulgairement, on entend par matérialisme celui qui ne pense qu'à jouir des plaisirs matériels. Jouant sur le mot matérialisme, qui contient le mot matière, on en est ainsi arrivé à lui donner un sens tout à fait faux. Nous allons, en étudiant le matérialisme, lui redonner sa véritable signification. Être matérialiste n'empêchant pas, nous allons le voir, d'avoir un idéal et de combattre pour le faire triompher. Donc voilà Julien, même dans des ouvrages pour débutants, on nous dit clairement que matérialisme ne veut pas dire aimer les biens matériels en philosophie, et idéalisme ne veut pas dire avoir des idéaux. Quand on dit qu'un philosophe est matérialiste, ce qu'on dit, c'est qu'il pense que la réalité tout entière est matérielle, aussi bien les étoiles que la conscience humaine. Ça s'oppose en fait aux conceptions dualistes qui considèrent qu'il y a d'un côté la matière et puis de l'autre côté les idées, qu'il y a comme deux mondes. On dit ainsi que le matérialisme est un monisme par opposition au dualisme. Au contraire, l'idéalisme est une approche qui place l'accent sur l'esprit et les idées dans la compréhension et la construction de la réalité. L'idéalisme propose que la réalité soit fondamentalement constituée d'états mentaux, d'idées, d'essence, par opposition au matérialisme qui considère que la réalité est constituée de matière ou de rapports matériels. Le dualisme qui considère qu'il y a des idées ou des essences par-delà le monde matériel, que ces idées ou ces essences donnent le sens profond du monde matériel, est une posture idéaliste. Mais l'idéalisme n'est pas forcément un dualisme. Il y a des idéalistes monistes, donc qui considèrent que la réalité tout entière est de l'ordre des idées, et par exemple quelqu'un comme Hegel est un moniste idéaliste. Donc si on résume, d'un côté, on a le matérialisme qui considère que la réalité matérielle, c'est de la matière, des rapports matériels qui passent leur temps à interagir ensemble, à donner des effets, et que ces interactions vont conditionner le futur. Donc que tout le futur est conditionné à partir de la matière, que tout le passé est constitué de matière, que tout le futur sera constitué de matière, et qu'il n'y a pas d'idée en dehors de la matière. Par exemple, le développement de la réalité matérielle a donné l'évolution des espèces, et puis a fini par développer le cerveau, la conscience et les idées que les hommes ont dans la tête. Donc les idées, pour des matérialistes, ne sont pas à l'opposé de la matière, mais sont une sorte de stade de la matière, sont compris dans le monde matériel. Là où chez les idéalistes, on va penser que les idées sont d'un autre ordre, que ce n'est pas de la même nature. Si un matérialiste veut comprendre la conscience humaine, il va donc s'intéresser aux conditions matérielles qui la produisent. Par exemple, à l'évolution des espèces, mais aussi au développement de l'enfant, à comment la famille, la société, l'éducation vont conditionner les consciences. Autrement dit, les conditions matérielles d'existence conditionnent la conscience et les idées des humains. Et évidemment, je rajoute ça parce que bon, y a Julien qui nous explique que c'est que l'économie. Ce n'est pas que l'économie, les conditions matérielles, c'est la culture aussi, le droit, la religion, l'éducation, les idéologies, la technologie, la médecine, même le climat, la génétique, tout ce que vous voulez en fait. Mais tant qu'on reste dans le domaine de la réalité matérielle, on est bon. Un idéaliste, lui, pense l'inverse. Et s'il est dualiste, il oppose matière et idée, et il va penser que les idées, les essences déterminent la réalité matérielle, l'humanité et l'histoire, comme Julien. Tandis que toutes les écoles de droite reviennent à ce qu'elles considèrent comme étant la réalité, la chose la plus réelle que l'on puisse constater, à savoir que dans l'histoire et dans la société, on assiste toujours à des natures, à des êtres qui précèdent l'existence. L'essence précède l'existence. Et en fait, tout ce que l'on peut constater dans le monde, c'est des essences qui se déploient. Une fois qu'on comprend ça, qu'on a bien compris ce que c'était le matérialisme et l'idéalisme, on comprend bien que ce que dit Julien Rochdy et ce qu'il répète à longueur de journée, à longueur de vidéo, sur différentes chaînes YouTube même, comme quoi la gauche serait plus capitaliste que la droite car matérialiste, ça n'a juste aucun sens en fait. Capitalisme, c'est ni de droite ni de gauche, ou alors si je voulais être un peu provoquant, je dirais que quand une civilisation se résume au capitalisme, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à l'appétit des biens matériels et du pur matérialisme, eh bien alors on peut dire que c'est de gauche. Et puis c'est assez faible et brouillon la manière dont Julien essaie de prouver que l'idéalisme est la vérité. Sa thèse, c'est que l'analyse matérialiste de la gauche se plante quand elle dit que ce sont les conditions matérielles d'existence qui conditionnent les actions dans l'histoire,
Car pour lui, ce ne sont pas les conditions matérielles d'existence, mais ce sont bien des idées ou des essences que les gens ont dans la tête qui les déterminent. Il prend plusieurs exemples. Il prend d'abord l'exemple d'un chevalier. On s'aperçoit qu'à une époque où les hommes sont des chevaliers, donc ils ont envie de se battre, ils ont envie de... Je vous renvoie à la conférence sur la chevalerie que j'ai faite, se crée une économie du tournoi, une économie qui va faire vivre des centaines de milliers de gens dans toute l'Europe. C'est-à-dire que le chevalier va créer l'économie du tournoi, et ce n'est pas le tournoi. L'économie du tournoi, c'est des centaines d'emplois, c'est vraiment toute une économie généralisée. C'est le chevalier qui crée l'économie du tournoi, et c'est pas le tournoi qui crée le chevalier. Vous voyez, c'est l'esprit chevaleresque qui va créer l'économie du tournoi et pas l'inverse. Alors évidemment, le fait qu'il y ait des beaux tournois, le fait qu'il y ait toute une économie va peut-être pousser des gens à vouloir devenir chevalier, va créer des vocations, certes, on ne va pas le nier, mais c'est le chevalier qui crée le tournoi. Il dit que c'est le chevalier, l'esprit chevaleresque, son essence, son idée, qui fait l'économie du tournoi, et pas l'inverse. Donc c'est l'idée qui dicte à la matière et pas l'inverse, et donc l'idéalisme a raison. Bon, déjà, encore une fois, il réduit le matérialisme à l'économisme, mais bon, passons. Ici, le problème, c'est que c'est surtout un énorme sophisme, parce que pour trancher entre matérialisme et idéalisme avec son exemple, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui détermine l'esprit chevaleresque et le chevalier ? Rushdie fait comme si le matérialisme était un dualisme qui opposait idée et matière. Ici, esprit chevaleresque et conditions matérielles d'existence. Sauf qu'on a vu que c'est pas le cas, alors peut-être qu'il le sait pas, mais franchement ça la fout mal, c'est le 2e paragraphe du Wikipédia sur le matérialisme. En tant que système philosophique, le matérialisme appartient à la classe des ontologies monistes. Le monisme est la position philosophique qui affirme l'unicité indivisible de l'être. Dans son expression moderne, il soutient l'unicité de la substance qui compose l'univers, l'unicité fondamentale du cosmos ou de l'univers. Il rend la matière et l'esprit indissociables. Le truc, c'est que si on a compris ce que c'était le matérialisme, on sait qu'un matérialiste ne nie pas que s'il y a eu des tournois, c'est bien qu'il y a eu des hommes qui ont eu des idées de faire des tournois et la volonté de faire des tournois. Par contre, ce que dit un matérialiste, c'est que s'ils ont eu l'idée et l'envie de faire des tournois et de devenir chevaliers, c'est parce qu'il y avait des conditions matérielles d'existence qui les a amenés à le faire. Et c'est pas, comme pense Rushdie, parce qu'il y a eu une essence chevaleresque, un esprit chevaleresque qui leur est tombé sur le museau, comme ça, on sait pas pourquoi. Avant le Moyen-Âge, il n'y en a pas, après il n'y en a plus. Et hop, il n'y a plus rien. Mais eux, Dieu leur aurait insufflé l'esprit chevaleresque. Donc ici, à aucun moment, l'exemple de Julien Rushdie ne réfute le matérialisme. Ça montre justement qu'il sait pas ce que c'est en fait. Mais là, on va surtout voir que Juju emploie un mot qu'il ne comprend pas. Lui, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il se dit, oh bah s'il n'y avait pas eu d'esprit chevaleresque et de chevalier, il n'y aurait pas eu d'économie du tournoi, donc l'idée précède l'économie et l'idéalisme a raison. Mais il va pas assez loin parce qu'il ne se demande pas ce qui produit l'esprit chevaleresque et les chevaliers. Est-ce que c'est Dieu, le destin, la nature, l'essence européenne ? Comme le pensent les idéalistes, ou alors est-ce que ce sont les conditions matérielles d'existence de l'époque qui ont fait ça ? C'est ici que se joue le duel entre matérialisme et idéalisme, pas là où Julien le pointe. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite, et puis j'invite aussi Julien, à lire L'être et le code de Michel Clouscar, qui propose une analyse matérialiste du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est bien connu, ne connaissait rien à rien. Et notamment les conditions matérielles d'existence qui ont amené des gens à devenir chevaliers, et qui ont amené des gens à se ressentir avec l'esprit chevaleresque. Et spoiler, c'est pas Dieu ou l'essence européenne qui a fait ça. Bon, là je vois déjà les droitards dans le déni devant la vidéo, en train de douter un petit peu. Le problème, c'est qu'une minute plus tard, Rushdie réitère en nous disant ça. Et je pourrais citer comme ça 1000 exemples. Et le plus intéressant est celui-ci, c'est que aujourd'hui, la conscience occidentale est en train de changer progressivement, petit à petit évidemment, et pas assez vite. Elle est en train de devenir de plus en plus écologiste et vous pouvez constater dès maintenant que l'économie est en train de muer, de se transformer en une économie de plus en plus écologiste. Et le jour où nous serons tous totalement écolos dans nos têtes, eh bien l'économie deviendra totalement écologiste. C'est que nous ne sommes pas encore assez écolos, qui fait que nous avons encore une grosse partie de l'économie qui ne respecte pas l'écologie. Donc en fait, la conscience, l'ordre moral, comme dit Scruton, détermine l'ordre économique. Ici encore, Julien ne voit pas plus loin que le bout de son nez et réaffirme son dualisme. Bon, soit dit en passant, actuellement l'économie elle est dirigée par un pourcentage très faible de la population mondiale, qui est en gros la haute bourgeoisie occidentale. Cette bourgeoisie, elle est capitaliste, donc son but c'est que la production soit faite pour faire du profit. Donc vous et moi, on peut devenir autant écolo qu'on veut,
tant que la production sera dans les mains des bourgeois et que l'économie sera capitaliste, c'est-à-dire qu'elle aura pour but le profit de quelques-uns au détriment des autres et de la planète, on aura du mal à avoir une économie écologique et on aura au mieux un capitalisme vert bidon. Mais surtout, encore une fois, Rushdie évite la question qui fâche. La vraie question de l'opposition entre idéalisme et matérialisme ici, c'est qu'est-ce qui détermine le fait que les gens soient écolos ou non dans leur tête ? Est-ce que c'est l'esprit écolo qui tombe dessus, le destin, Dieu ? Ou alors est-ce que c'est le réchauffement climatique, l'éducation, tout un tas de conditions matérielles d'existence qui nous amènent à penser de manière écologique ? Je sais pas, moi j'ai l'impression que ce qui a tendance à me rendre écolo, c'est quand je vois des endroits qui sont très pollués, quand je vois que en moyenne, il fait de plus en plus chaud, que c'est de plus en plus sec, que ça va devenir compliqué pour les agriculteurs. Tout ça, c'est matériel en fait, c'est pas l'esprit écolo qui m'est tombé dessus. Et au fond, même Rushdie sait que ses positions elles sont extrêmement faibles. Alors je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais dans son troisième exemple, il nous explique que si la société est décadente aujourd'hui, mais c'est parce que les individus modernes sont devenus décadents. Vous savez, tous les gens qui disent oui, mais l'économie décadente actuelle, le porno, la consommation à outrance et tout cela, c'est ça qui crée des individus décadents. Eh bien non, l'homme de droite va penser l'inverse. Seulement, pendant cette explication, sa langue fourche, et pendant quelques secondes, il devient matérialiste, et il nous explique que si les individus deviennent décadents, c'est bien à cause des conditions matérielles historiques. C'est justement parce que il y a un homme postmoderne en déréliction totale à cause des conditions historiques, à cause de sa psychologie actuelle, à cause de pas mal de choses qui déterminent cette économie-là. La théorie de Julien est donc tellement bancale qu'il est obligé de devenir matérialiste pendant quelques secondes pour retomber sur ses pattes et ne pas être obligé d'invoquer Dieu ou le destin ou je ne sais quel truc idéaliste pour expliquer la décadence supposée de la société. Si c'est à cause des conditions historiques d'après Julien que l'homme a une mentalité décadente, on est bien dans une approche de type matérialiste historique, comme chez Marx, et c'est donc bien la société et les conditions matérielles qui conditionnent ce que Rushdie pense être une décadence. Bref, on va pas prendre plus d'exemples sur ce sujet, je pense que vous avez compris, mais je vais quand même synthétiser. Rushdie pense prouver que l'idéalisme a raison en disant que pour qu'une action historique se fasse, il faut que les hommes aient l'idée de la faire et veuillent la faire. Donc pour lui, l'idée de l'action précède l'action, et ça prouverait que l'idéalisme a raison. Sauf qu'en fait, c'est un sophisme éhonté, parce que les matérialistes n'étant pas dualistes, ils ne pensent évidemment pas que l'action précède l'idée de l'action et la volonté de l'action, ce serait ridicule, ce serait absurde. Ils pensent simplement que l'idée et la volonté de l'action sont issues de conditions matérielles d'existence des individus et qu'elles ne tombent pas du ciel. La question que les exemples de Rushdie posent, c'est qu'est-ce qui détermine la volonté, la manière d'être, la conscience des hommes, qui ensuite permet de produire des actions dans l'histoire. Et c'est ici que se joue le duel entre idéalisme et matérialisme. Et ça, Rushdie, il est incapable de le comprendre, ou alors il est de mauvaise foi. Comme d'habitude, on sait pas trop en fait. Soit on dit que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience et les idées des gens, à ce moment-là, on est matérialiste, soit on dit que c'est le destin, Dieu, l'essence, la nature, je ne sais quoi, et à ce moment-là, on est idéaliste. Je vous laisse choisir votre réponse et je suis sûr que vous ferez la bonne. Le truc, c'est que dans un cas, on peut comprendre l'histoire, on comprend pourquoi les choses évoluent, changent, parce que les conditions matérielles d'existence socio-historiques sont en perpétuelle évolution du fait de l'action humaine dans l'histoire. Et puis même au-delà de l'action humaine, on peut imaginer des choses, il y a des épidémies, il y a des changements climatiques dans l'histoire qui n'ont pas été anthropiques, pas comme aujourd'hui. Ça fait aussi changer les conditions matérielles d'existence, et donc ça détermine des consciences différentes, des actions humaines différentes. Mais dans l'autre cas, ce que je trouve important de noter, c'est qu'avec la pensée idéaliste de Rushdie, en fait, on ne comprend rien. On ne peut pas comprendre le changement historique. Rushdie, en fait, il fait des tautologies. Il dit, si la société est décadente, c'est parce que les individus sont décadents. Ah bah merci, super, on comprend plein de choses, en fait. Ouais, s'il y a des chevaliers, c'est parce qu'il y a un esprit chevaleresque. Ouais, ok, ouais, c'est vraiment, j'ai appris plein de trucs. S'il y a le macronisme aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un esprit macronien, en fait. Ça, vous le saviez pas, maintenant je vous le dis, réfléchissez-y, ça explique beaucoup de choses. On n'apprend rien de nouveau. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Les Romains ont disparu parce qu'ils sont décadents. Ouais, d'accord. Bah oui, très bien. Les Américains nous dominent parce qu'ils ont l'esprit dominant. Ça n'explique rien, c'est de la pure description, c'est du blabla quoi. C'est pour ça que quand il prétend expliquer pourquoi la société peut dépérir, Rushdie va nous sortir 3 raisons en mode topito, et vous allez voir que ça n'explique strictement rien. Cette communauté de destin peut mourir de 3 façons. 1.
L'homogénéité, on en a déjà parlé, qui disparaît. Quand l'homogénéité n'est plus assez forte, et bien du coup les individus se séparent en différentes communautés, la communauté se brise et donc tout s'écroule. Mais aussi elle peut se briser par le désengagement du supérieur, c'est-à-dire quand les élites justement se coupent de cette communauté de destin, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui malheureusement beaucoup, à savoir des élites qui finissent par ne plus considérer qu'elles appartiennent au peuple, qu'elles sont censées protéger, aider, développer et favoriser. Et donc là c'est ce que Christopher Lasch a appelé dans un livre La révolte des élites, c'est ce que l'on constate avec les élites globalisées, mondialisées, qui finissent par penser qu'elles appartiennent désormais à une super classe mondiale qui n'a plus rien à voir avec les racines dont elles viennent, n'a plus rien à voir avec les pays dont elles sont issues. Donc quand il y a ça, il y a effectivement une communauté de destin qui se brise. Et puis la troisième raison de briser une communauté de destin, c'est la trop grande puissance du ressentiment, des sentiments égalitaires, c'est-à-dire de ce qui vient du bas, une trop grande jalousie pour les élites, et donc le développement des idées de gauche en réalité, c'est-à-dire vouloir détruire à tout prix toute hiérarchie, toute autorité, remettre en cause les autorités légitimes, remettre en cause la culture du pays, remettre en cause ce qui nous vient du passé. Donc voilà, trois façons de détruire la belle harmonie et la belle communauté de destin, qui est la perfection absolue vers laquelle peut aller une communauté. Le fait de n'être plus homogène, plus assez homogène, le fait que les élites se désengagent du peuple, se révolte contre le peuple, et le fait que le peuple lui-même, par le ressentiment, par les tendances égalitaires, se remet à contester toute l'architecture de la société. Donc ça, c'est les trois façons qui font qu'on brise malheureusement l'harmonie d'une société et le fait qu'elle reste une communauté de destin. Donc là, Julien nous sort de sous les fagots 3 choses qui seraient censées être les choses qui font dépérir la société. Bon, déjà, on pourrait questionner chacune parce que ça semble un peu bidon, puis il n'y a pas particulièrement de preuves. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on comprend pas comment ça arrive. Comment est-ce que les élites vont se couper de la base, par exemple? C'est ça qui serait intéressant. Comment est-ce que les élites se coupent de la base? Dire la société dépérit parce que les élites se sont coupées de la base? Ouais, ça apporte rien en fait. La question, c'est est-ce que c'est l'esprit des élites qui est devenu un esprit à se couper de la base? Est-ce que c'était le destin de ces élites-là, ou est-ce que ce sont des conditions matérielles d'existence socio-historique qui ont poussé les élites à se couper de la base? On voit que sa pensée, elle est juste inefficiente, elle sert à rien en fait. Je vais pas plus l'enfoncer que ça, mais vraiment c'est gênant parce que y a plein de gens qui vont regarder Rushdie en se disant c'est un grand penseur. On a vu Marguerite Stern il y a pas longtemps nous dire Rushdie c'est un grand penseur. En fait il fait que de la tautologie, du descriptif. Quand il parle d'auteur il dit n'importe quoi. Au bout d'un moment, non, c'est pas un grand penseur, il dit de la merde tout le temps. Et là, on en est qu'à la première grande différence qu'il note dans son clivage droite-gauche. La semaine prochaine, je vais vous montrer la deuxième grande différence qu'il note dans le clivage droite-gauche. Vous allez voir, c'est pas mal non plus. Du coup, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre la cloche, parce que oui, je deviens Squeezie, donc je dis aux gens de mettre la cloche. Et puis, si vous voulez me revoir plus vite que dimanche prochain, abonnez-vous à ma chaîne secondaire, pas du stream. Je sors une vidéo dès demain, et je vous dis à plus. Et c'est d'ailleurs marrant de constater que la pensée chrétienne, ainsi que la pensée de l'évolution, se rejoignent d'une certaine façon sur l'idée que nous avons des natures.